Le mouvement est la première expression de la vie. Avant même de penser, l'être humain agit. Le cœur bat, la respiration s'installe, les muscles se contractent et se relâchent. Et même lorsque nous croyons être immobiles, quelque chose en nous continue de circuler. Il n'existe pas d'arrêt total dans un organisme vivant, seulement des rythmes plus lents, plus discrets, mais toujours présents. Dès la naissance, le corps cherche à se mouvoir. Il s'étire, il saisit, il rampe. Il tente de se redresser, non parce qu'il comprend, mais parce qu'il vit. L'existence commence par un geste, et ce geste n'est pas un détail de notre histoire. Il reste, tout au long de la vie, la manière la plus directe d'être présent au monde, d'entrer en relation avec l'espace, avec la gravité, avec ce qui nous entoure. Pendant longtemps, on a réduit le mouvement à une simple fonction mécanique, comme un moyen d'aller d'un point à un autre ou de produire un effort. Mais cette vision est incomplète. Le mouvement n'est pas seulement ce que fait le corps, c'est aussi ce qui organise l'ensemble du système vivant. Il structure la respiration, influence la circulation, informe le cerveau de ce qui se passe réellement, ici et maintenant. Lorsque le corps agit, même modestement, quelque chose s'ordonne. Et lorsque le mouvement disparaît, ce n'est pas seulement la forme physique qui s'éteint lentement, mais la qualité même de la présence à soi et au monde. Le cerveau humain ne s'est pas construit pour penser en dehors du corps. Il s'est façonné pour guider l'action. Son rôle premier n'est pas de réfléchir abstraitement, mais d'anticiper un geste, d'ajuster une posture, de coordonner un mouvement, de s'adapter à une situation concrète. Penser à l'origine, c'est agir avec plus de précision. Chaque décision, chaque intention, chaque plan mental a pour fonction de préparer un mouvement ou d'en corriger un autre. La pensée n'est donc pas séparée de l'action. Elle en est le prolongement invisible. Lorsqu'on bouge, le cerveau ne se contente pas d'exécuter des ordres. Il observe, il compare, il apprend, à partir du retour du corps. C'est pour cette raison que l'activité physique influence directement la clarté mentale. Quand le corps agit, le cerveau reçoit des informations riches, variées, cohérentes. Il sait où il est, ce qu'il fait, ce qu'il ressent. À l'inverse, lorsque le corps reste immobile trop longtemps, le cerveau continue de fonctionner, mais avec moins de matière vivante, moins de signaux concrets pour s'orienter. Bouger remet le cerveau dans son rôle naturel. Il retrouve sa fonction première, celle d'un organe d'adaptation au réel, et non celle d'un système enfermé dans des boucles mentales déconnectées de l'expérience. Les muscles ne servent pas uniquement à produire de la force. Ils ne sont pas de simples moteurs attachés aux os. Dans un organisme vivant, ils participent à la régulation globale, bien au-delà du mouvement visible. Lorsqu'un muscle se contracte, il ne fait pas que déplacer un segment du corps. Il influence la circulation du sang, la gestion de l'énergie, la température interne, et il communique avec d'autres organes par des signaux chimiques. Le muscle agit comme un messager silencieux, capable d'informer le reste du corps de son niveau d'activité, de ses besoins, de son état. C'est ce dialogue interne qui explique une sensation bien connue. Après un effort adapté, même léger, beaucoup ressentent un apaisement clair, une énergie plus stable, parfois une impression de netteté mentale. Ce n'est pas un effet psychologique abstrait, c'est le résultat d'un système qui se réajuste parce que les muscles ont repris leur rôle de régulateur. Quand les muscles restent inactifs trop longtemps, ce dialogue s'appauvrit. Le corps reçoit moins d'informations utiles pour s'organiser. Le métabolisme devient plus lent, les sensations se brouillent et l'équilibre global devient plus fragile. Le mouvement ici n'est pas une question de performance, mais de communication interne. Bouger, c'est maintenir la conversation vivante entre les différentes parties du corps. On parle souvent du mouvement comme s'il s'agissait d'une seule et même chose. Pourtant, tous les mouvements n'ont pas le même effet sur le corps et sur le cerveau. Marcher calmement, porter une charge, coordonner un geste précis ou explorer un nouvel environnement ne sollicite pas les mêmes circuits, ni les mêmes régulations internes. Il existe des mouvements de base, simples et répétitifs, comme marcher ou se lever, qui entretiennent la continuité du vivant. D'autres mouvements demandent de la coordination, de l'équilibre, de l'ajustement fin, et sollicitent davantage l'attention. Certains sont rythmés, synchronisés avec la respiration, et agissent directement sur l'apaisement nerveux. D'autres encore mettent le corps en dialogue avec la gravité, par la résistance ou le port de charge, et renforcent la structure. Comprendre cela change le regard sur l'activité physique. Il ne s'agit plus seulement de bouger plus, mais de bouger différemment. Varier les formes de mouvement, c'est offrir au corps une palette plus riche de signaux. Cette diversité nourrit l'adaptation, évite l'usure et maintient une intelligence motrice vivante.
Le corps ne se renforce pas seulement par la répétition, mais par la variété juste. L'un des effets les plus immédiats du mouvement concerne la circulation. Quand le corps se met en action, le sang circule plus efficacement, le retour veineux s'améliore, les tissus sont mieux irrigués, et l'oxygène atteint plus facilement les organes, y compris le cerveau. Mais cette circulation ne se limite pas au sang. Le mouvement aide aussi à mobiliser les fluides internes, à soutenir le drainage, à éviter les stagnations. Le corps humain n'est pas conçu pour rester immobile longtemps. Il est conçu pour alterner, pour pomper, pour faire circuler. Lorsque ce mouvement interne ralentit, une sensation de lourdeur apparaît, parfois une fatigue diffuse, difficile à expliquer. C'est pour cela qu'un simple déplacement, quelques minutes de marche ou un changement de posture peuvent transformer l'état du moment. Le mouvement relance la circulation et avec elle la clarté. Ce n'est pas un regain d'énergie artificielle, c'est le système qui retrouve des conditions plus favorables pour fonctionner. Bouger ici revient à remettre le courant dans un circuit qui s'était affaibli. L'immobilité prolongée n'est pas seulement l'absence de mouvement, elle modifie la manière dont le corps se perçoit lui-même. Quand on reste longtemps assis, figé dans une posture répétée, les informations sensorielles se raréfient. Le cerveau reçoit moins de retours sur la position, l'attention, l'équilibre. Peu à peu, le schéma corporel devient plus flou. Cette perte de feedback n'est pas anodine. Elle peut donner l'impression d'un corps lourd, étranger, parfois même encombrant. Les gestes deviennent mécaniques, la respiration se fait plus superficielle et la présence au corps s'estompe. Ce n'est pas une paresse du corps, mais une conséquence logique d'un environnement pauvre en mouvement. Avec le temps, cette immobilité installe un état paradoxal. Le corps est au repos, mais le système nerveux reste souvent agité. Faute d'avoir pu se décharger par l'action, la tension s'accumule autrement, sous forme de nervosité, de fatigue mentale ou d'inconfort diffus. Remettre le corps en mouvement, même légèrement, permet alors de rétablir une cohérence sensorielle. Le corps redevient lisible et l'esprit retrouve un ancrage plus stable. Beaucoup de personnes disent manquer d'énergie. Elles se sentent fatiguées avant même de bouger, comme si le corps était déjà vidé. Pourtant, cette fatigue n'est pas toujours un manque d'énergie au sens biologique. Elle est souvent le signe d'un système qui ne circule plus correctement. L'énergie du corps n'est pas une réserve figée que l'on épuiserait définitivement. Elle dépend en grande partie de la capacité à faire circuler l'oxygène, les nutriments, les signaux nerveux. Quand le corps reste immobile trop longtemps, cette circulation ralentit. Le cerveau interprète alors cet état comme de la fatigue, alors qu'il s'agit souvent d'un manque de stimulation physiologique adaptée. C'est pour cela que le mouvement peut redonner de l'énergie sans en créer. Il ne fabrique pas une force nouvelle. Il remet simplement le système en condition de fonctionner. Après quelques minutes de mouvement doux, beaucoup constatent que la fatigue se transforme, qu'elle devient plus claire, parfois même qu'elle disparaît partiellement. Le corps n'était pas épuisé, il était en attente d'un signal pour se remettre en route. Comprendre cela change profondément le rapport à l'effort. Bouger n'est plus une dépense risquée quand on se sent fatigué, mais souvent une manière de vérifier si cette fatigue est réelle ou simplement liée à l'inertie. Le mouvement agit directement sur le système nerveux, mais pas de façon brutale ou magique. Il agit par alternance. Lorsque le corps se met en action, les circuits de l'activation se mobilisent. La vigilance augmente, l'attention se focalise, le souffle s'adapte à l'effort. Puis, lorsque le mouvement cesse, un autre versant prend le relais, celui du relâchement. Cette capacité à passer d'un état à l'autre est essentielle à l'équilibre mental. Un système nerveux en bonne santé n'est pas un système constamment calme, ni constamment tendu. C'est un système capable de moduler ses états sans rester bloqué. Le mouvement régulier entraîne cette souplesse. Il apprend au corps qu'il peut s'activer puis revenir au repos sans danger. À l'inverse, l'immobilité prolongée peut maintenir une tension diffuse. Le corps ne s'active pas suffisamment pour se décharger, mais il ne se relâche pas non plus complètement. Le système reste alors dans une zone intermédiaire, inconfortable, souvent associée à l'irritabilité, à l'agitation mentale ou à une sensation de fatigue nerveuse. Le mouvement ici n'est pas une fuite, mais une régulation. Il permet au système nerveux de retrouver un cycle plus naturel. La douleur modifie profondément le rapport au mouvement. Lorsqu'elle apparaît, le réflexe naturel est souvent d'éviter, de se figer, de protéger la zone sensible. Ce réflexe est utile à court terme, mais s'il se prolonge, il peut entretenir le problème au lieu de le résoudre. Le système nerveux apprend par l'expérience. Si un mouvement est systématiquement évité, le cerveau peut finir par associer toute tentative d'action à un danger
même lorsque les tissus sont capables de bouger. La douleur devient alors plus une alarme persistante qu'un signal précis. Le corps se rigidifie, la peur du mouvement s'installe, et la zone devient de plus en plus sensible. Le mouvement doux et progressif joue ici un rôle essentiel. Il ne s'agit pas de forcer, ni de nier la douleur, mais de réintroduire des gestes sécurisés, adaptés, qui montrent au système nerveux que le mouvement est possible sans menace. Peu à peu, cette exposition contrôlée permet une désensibilisation. Le corps retrouve de la confiance, la douleur perd en intensité, et le mouvement redevient une option. Bouger dans ce contexte n'est pas un acte de performance. C'est un dialogue avec le système nerveux, une manière de lui rappeler que la sécurité peut aussi passer par l'action. Le corps humain s'adapte à ce qu'on lui demande régulièrement. Lorsqu'il reste longtemps immobile, il apprend l'économie, la retenue, la réduction du mouvement. Les muscles perdent peu à peu leur capacité à encaisser une charge. Les articulations deviennent moins tolérantes et le système nerveux se montre plus prudent face à l'effort. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une adaptation logique. Le problème apparaît lorsque, après une longue période d'inactivité, on exige soudain beaucoup. Une séance intense, un effort brutal, une reprise sans progressivité. Le corps, qui s'était ajusté à l'immobilité, reçoit alors un signal contradictoire. Il n'a pas réappris à encaisser, ni à coordonner, ni à récupérer. La surcharge arrive trop vite, et le système se défend par la douleur, la fatigue ou la blessure. Ce va-et-vient entre trop peu et trop fort est typique du mode de vie moderne. Il explique pourquoi tant de tentatives de remise en mouvement échouent. Le corps n'a pas besoin de choc, il a besoin de continuité. Réintroduire le mouvement demande de respecter une logique simple. Reprendre là où le corps est réellement, pas là où l'on pense qu'il devrait être. La posture n'est pas seulement une question d'esthétique ou de maintien. Elle est un langage silencieux entre le corps et le système nerveux. Une posture fermée, comprimée, informe le cerveau d'un état de protection. Une posture plus ouverte, plus mobile, facilite la respiration et envoie un signal de disponibilité. La respiration joue ici un rôle central. Chaque mouvement modifie le souffle et chaque souffle influence la manière de bouger. Lorsque la respiration est courte et haute, le corps reste souvent en tension. Lorsque le souffle s'approfondit, le mouvement devient plus fluide, plus économique. Le diaphragme, en se mobilisant, participe à la stabilité du tronc et à la régulation nerveuse. Bouger sans respirer pleinement limite les bénéfices du mouvement. Respirer sans bouger limite aussi l'intégration. C'est la coordination des deux qui crée un effet durable. Une marche rythmée par le souffle, un geste porté par une expiration calme, une posture ajustée par la respiration permettent au corps de se réguler sans effort excessif. Le mouvement devient alors plus précis et l'esprit suit ce rythme. Au-delà de la force ou de la souplesse, le corps a besoin de se sentir en sécurité. Cette sécurité n'est pas une idée abstraite, elle se construit à partir de sensations concrètes. Appui au sol, respiration stable, mouvement prévisible, absence de douleur menaçante. Lorsque ces repères sont présents, le système nerveux peut relâcher sa vigilance excessive. Le mouvement régulier joue un rôle clé dans ce sentiment de sécurité corporelle. En bougeant chaque jour, même modestement, le corps accumule des preuves qu'il est capable, qu'il peut agir sans danger. Cette répétition rassure le système nerveux. Elle réduit l'hypervigilance et stabilise l'état intérieur. À l'inverse, l'immobilité prolongée peut maintenir une alerte diffuse. Le corps ne reçoit plus de signaux rassurants issus de l'action maîtrisée. Le mental peut alors prendre le relais, anticiper, inquiéter, contrôler. Remettre le corps en mouvement, de façon progressive et consciente, permet de reconstruire cette sécurité de l'intérieur. Le calme qui en découle n'est pas imposé. Il émerge naturellement d'un corps qui se sent à nouveau fiable. Chaque mouvement humain est un dialogue avec la gravité. Marcher, se lever, porter un objet, monter un escalier. Tout consiste à négocier avec le poids du corps et celui du monde. Cette relation est si constante qu'on finit par l'oublier, mais elle structure profondément l'organisme. Le squelette et les muscles ne sont pas faits pour flotter, mais pour supporter, transmettre et absorber des forces. Lorsqu'ils sont régulièrement sollicités par une charge adaptée, ils se renforcent, s'organisent, se densifient. Le corps développe alors une sensation de solidité intérieure, une stabilité qui ne vient pas de la rigidité, mais de l'ajustement permanent. Quand ce dialogue avec la gravité disparaît, le corps perd ses repères. Les muscles s'affaiblissent, la posture se referme, les appuis deviennent moins sûrs. À l'inverse, réintroduire progressivement la charge, même légère, redonne au corps sa structure. Porter n'est pas une agression quand c'est fait avec mesure.
C'est une manière de rappeler au corps qu'il est capable de soutenir, de résister, de tenir dans le monde réel. Toute fatigue n'a pas la même valeur. Il existe une fatigue qui vide, qui épuise, qui laisse le corps en alerte et l'esprit confus. Et il existe une autre fatigue, plus discrète, qui apaise, qui signale que l'effort a été juste et que le système peut maintenant récupérer. L'effort juste se situe à un seuil précis, suffisant pour stimuler, pour provoquer une adaptation, mais pas assez intense pour désorganiser. À ce seuil, le corps apprend sans se défendre. La respiration s'accélère puis se calme, les muscles travaillent puis se relâchent, et le système nerveux peut revenir naturellement vers le repos. À l'inverse, lorsque l'effort dépasse trop souvent ce seuil, surtout sans récupération, la fatigue devient pathologique. Le corps reste tendu, le sommeil se dégrade, les douleurs apparaissent. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un signal clair que l'équilibre est rompu. Apprendre à reconnaître la fatigue saine, celle qui restaure au lieu d'épuiser, est une compétence essentielle. Elle permet de transformer l'effort en allié plutôt qu'en contrainte. La proprioception désigne la capacité à sentir son propre corps dans l'espace, savoir où se trouve un membre sans le regarder, percevoir la tension d'un muscle, ajuster un geste sans réfléchir. Cette intelligence corporelle est présente dès l'enfance, mais elle peut s'émousser avec le temps, surtout lorsque le mouvement devient rare ou automatique. Lorsque la proprioception est fine, le corps agit avec économie. Il dépense moins d'énergie pour un même geste. Il se protège mieux. Il s'adapte plus vite. Les mouvements deviennent plus fluides. La posture s'ajuste d'elle-même et le risque de blessure diminue. Le corps n'a plus besoin d'être contrôlé en permanence, il sait. Chaque mouvement conscient renforce cette perception interne. Marcher en prêtant attention aux appuis. Porter une charge en sentant l'alignement. Respirer en mouvement. Tout cela nourrit l'intelligence corporelle. Et lorsque le corps retrouve cette capacité à se guider lui-même, l'esprit peut se relâcher. La confiance ne vient plus d'un contrôle mental, mais d'un corps qui se sent compétent et fiable. Lorsque le mouvement devient précis, coordonné, ajusté au souffle, quelque chose change dans la manière de penser. L'attention cesse de se disperser. Elle se rassemble autour du geste, du rythme, de la sensation. Le corps agit, mais l'esprit n'est pas absent. Il observe sans contrôler, il accompagne sans s'agiter. Dans cet état, le mental se calme non pas parce qu'il est forcé au silence, mais parce qu'il n'a plus besoin de surcompenser. Le mouvement bien conduit réduit le bruit intérieur. Les pensées deviennent plus simples, plus cohérentes. Les décisions paraissent plus évidentes, non parce qu'elles sont meilleures en soi, mais parce que le corps et l'esprit fonctionnent dans la même direction. C'est ce que beaucoup décrivent après une marche prolongée, une activité répétitive ou un geste maîtrisé. Le corps se fatigue légèrement, mais l'esprit s'éclaircit. Le mouvement agit alors comme une forme de repos mental actif. Il ne supprime pas les pensées. Il leur redonne un rythme naturel. La clarté ne vient pas de l'immobilité, mais d'un corps qui a trouvé son tempo. Le mouvement n'a jamais été uniquement individuel. Depuis toujours, l'être humain marche, travaille, danse et agit avec d'autres. Ces mouvements partagés créent une synchronisation subtile, parfois imperceptible, mais profondément régulatrice. Quand plusieurs corps bougent ensemble, leurs rythmes tendent à s'accorder. La respiration se rapproche, les cadences se synchronisent, les tensions diminuent. Cette cohérence physiologique renforce le sentiment d'appartenance et apaise la solitude. Le corps comprend sans mots qu'il n'est pas seul à porter l'effort. C'est pour cela que les activités collectives ont un impact émotionnel si fort. Elles restaurent un lien organique, non intellectuel entre les individus. Le mouvement partagé devient alors un langage commun. Il régule les émotions, soutient la confiance et rappelle que la vitalité humaine se nourrit aussi du rythme des autres. Le mouvement, lorsqu'il est juste, ne s'oppose pas au repos, il l'appelle. Après l'action vient un moment d'intégration, où le corps assimile ce qu'il a mobilisé. Les muscles se relâchent, la respiration ralentit, le système nerveux glisse vers un état plus calme. Ce passage est essentiel. Sans mouvement préalable, le repos reste souvent superficiel. Le corps n'a rien à intégrer, rien à relâcher vraiment. À l'inverse, après un effort mesuré, le repos devient réparateur. Il permet aux tissus de se régénérer, à l'énergie de se redistribuer, à l'esprit de s'apaiser durablement. Le repos n'est donc pas l'arrêt du mouvement, mais sa continuité sous une autre forme. C'est le moment où l'élan se transforme en disponibilité, où l'action laisse place à la récupération. Comprendre cela change profondément le rapport à l'équilibre. La santé ne se construit ni dans l'agitation permanente, ni dans l'immobilité prolongée, mais dans l'alternance fluide entre les deux. C'est cette alternance que nous explorerons dans la suite.
Car savoir bouger est une chose, mais savoir se reposer consciemment est ce qui permet à la force, à la clarté et à la vitalité de durer dans le temps.